Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Reconnaissance faciale, empreinte digitale, reconnaissance vocale, voiture autonome, robot intelligent. Vous l'avez compris, l'intelligence artificielle s'est déjà immiscée dans nos vies et compte bien y rester. L'ONU a adopté la semaine dernière une résolution co-présentée par le Maroc, une résolution qui appelle à la promotion de la transparence des systèmes d'intelligence artificielle et à veiller à ce que les données destinées à cette technologie soient collectées, utilisées, partagées, archivées et supprimées selon des modalités compatibles avec les droits humains. Intelligence artificielle, danger ou véritable moteur de développement? Au sein de la communauté scientifique, les avis sont mitigés. Certains veulent profiter du potentiel d'une telle technologie si elle est utilisée à bon escient. D'autres alertent au contraire sur les dangers et les risques liés aux dérives. Et ce sera le sujet de l'entretien de ce soir. Pour en parler, nous sommes avec M. Adnan Addioui depuis l'Ouzbékistan. Vous êtes président du Centre marocain de l'innovation et de l'entrepreneuriat social. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté d'être notre invité. Alors, depuis l'arrivée du ChatGPT, est-ce qu'on peut parler d'une rupture qui s'est opérée? Est-ce qu'il y a un avant, un après? Ça ne sera plus pareil? Alors déjà, je pense que ça dépend d'où est-ce qu'on est, de quel pays. Bien sûr, en fait, les évolutions ont toujours été parmi nous. Maintenant, ChatGPT est devenu assez connu parce qu'il a été utilisé de manière massive. Mais on se souvient des bots de réponse instantanée qui ont été assez démocratisés dans les dernières années. Je pense que c'est important de se positionner et de dire quel serait le type de décalage qu'il y aura entre les personnes qui savent utiliser ce type d'outils et qui ont la manière de pouvoir et le mindset de pouvoir les utiliser. Et toutes les communautés, avant on parlait de fracture numérique, maintenant ce n'est plus une question de fracture numérique, mais c'est une avalanche, c'est un tsunami. Et alors là, la question va se poser, est-ce que nous avons les outils qu'il faut et qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir surfer sur ce tsunami? Un tsunami, justement, est-ce qu'on a les outils qu'il faut aujourd'hui au Maroc? C'est une question assez difficile. Tout à l'heure, on parlait de l'éducation. Là, ça va être très compliqué quand on va parler de l'enseignement supérieur, parce que les outils sur les langages, les appliquer sur les langages, ça va être très difficile de pouvoir avoir des contenus et des rendus écrits par les étudiants, parce qu'avant on parlait de plagiat, maintenant ce n'est plus juste une question de plagiat. Et aussi, on aura certains outils qui vont faciliter la vie pour le développement, pour la création d'algorithmes, d'applications. Mais après, le décalage pour les étudiants et pour l'apprentissage et le développement de connaissances sera, je dirais, assez fastidieux. Donc, on aura en gros trois classes de personnes. Les personnes qui sont qui seront rapidement avides à pouvoir utiliser ces solutions-là et donc qui pourront les utiliser pour pouvoir quintupler leur potentiel, ou même fois 10. Ceux qui seront dans la petite moyenne, qui pourront utiliser ça pour les tâches quotidiennes de la vie. Et on aura la troisième catégorie qui sera finalement, et malheureusement, qui ne maîtrise pas forcément les langues, qui ne maîtrise pas forcément les outils et les mindsets, qui sera malheureusement dans l'arrière du train, et des fois même elle devra être éjectée du train. Et comment on peut faire pour cette troisième catégorie justement, pour qu'ils ne ratent pas ce cap technologique? Je pense que c'est une bonne question parce que quand on a affaire à l'éducation, là c'est important d'intégrer ces outils-là pas seulement l'école primaire, dès les premières années. Là, on galère souvent à faire enseigner aux élèves les maths ou les langues. Là, il faut utiliser ces outils comme manière de pousser les élèves à apprendre. Donc, carrément de les rendre comme un cadre, je dirais un cadre d'apprentissage, pas seulement une matière, mais un cadre d'apprentissage, c'est-à-dire utiliser ces outils-là pour faciliter l'apprentissage des mathématiques. Et justement, l'apprentissage, il va finalement changer.
Du coup, comment est-ce qu'on peut faire face à ça pour ces jeunes écoliers en fait, cette nouvelle génération qui grandit en présence des intelligences artificielles? C'est pas un peu comme ma génération ou la vôtre. Et là, c'est un réel défi pour qu'ils puissent se développer intellectuellement sans que la technologie ne devienne une entrave finalement. 1000%. En fait, on a à la fois l'éducation des enseignants, l'éducation des parents, l'éducation des apprenants. On est à 3 niveaux-là. Et on ne peut pas décorréler cette éducation-là avec les métiers. Je ne vais pas forcément utiliser le terme des métiers d'avenir parce que les métiers sont aussi en disruption, mais quelles sont les compétences qu'on pourra développer chez les jeunes pour qu'ils puissent survivre dans ce monde de transformation? Là, cette question de LLM ou de ChatGPT et autres, en fait, c'est que le top de l'iceberg. Parce que là, on est vraiment dans un monde de transformation. Et ce monde de transformation, quels seront les outils et les mindsets? Donc, pour les jeunes, la gamification et leur donner envie de développer des compétences dures, des compétences d'écriture, de compétences de lecture et de raisonnement critique, développer des compétences de résolution de problèmes, parce que si on pose la question à un algorithme, il va facilement nous donner une réponse, mais après, comment est-ce qu'on va adapter cette réponse? C'est là où vraiment un challenge pour les systèmes d'éducation qui se repose sur l'apprentissage, c'est moins d'apprentissage et plus de technicité et plus de logique pour pouvoir utiliser ces solutions-là. Donc, en gros, il faut une transformation radicale du système éducatif, de l'emploi du temps, et sortir vraiment de l'idée de l'apprentissage, d'avoir des matières de manière claire, mais aller au sens des matières et utiliser les outils pour qu'on évite un peu le décalage qu'il pourrait avoir chez les jeunes. Ben justement, on parle de transformation, donc il va y avoir des emplois qui vont disparaître, d'autres qui vont réapparaître. Comment peut-on utiliser ce potentiel existant des emplois qui vont arriver pour que les jeunes justement puissent s'orienter vers ces secteurs d'avenir au Maroc et aussi ailleurs, mais surtout au Maroc? Ouais. Alors justement, c'est aussi une question assez pertinente. Maintenant, le monde entier, il cherche des expériences uniques. L'information est devenue une commodité. Et donc, tous les métiers où il y a juste de l'apprentissage sans création de valeur, c'est les métiers qui seront les plus disruptés. Deuxième partie, quand on va parler des choses qui nécessitent un travail manuel, en fait, ce travail manuel-là aussi va être transformé. Et ce n'est pas nouveau. Quand les cartes de crédit ont commencé à être utilisées, quand les photocopieuses ont été utilisées, c'était aussi une transformation de métier. Donc là, vraiment, le challenge pour les systèmes éducatifs ou pour les parents, c'est vraiment de se dire quelles sont les compétences intrinsèques que nous devons développer chez les jeunes pour qu'ils puissent s'adapter à toutes les transformations. Parce qu'il ne faut pas oublier que le système éducatif, il est censé durer et préparer les jeunes pour les 30, 40, 50 prochaines années, pas pour aujourd'hui. Et c'est là une des principales problématiques que nous avons. Si nous regardons les écoles actuelles, elles ne préparent pas encore pour le futur. Elles préparent pour le présent ou le passé. Et donc, il y a au Maroc une école que j'ai rencontrée, j'ai visité il n'y a pas longtemps dans la région d'Aït-Bougmez, une école qui s'appelle l'école vivante. C'est une école qui, pour moi, est un exemple à dupliquer dans tout le pays parce qu'elle permet de développer des expériences de vie, pas seulement qu'avec la technologie, mais aussi en transformant la et ça, c'est exactement le type de solution dont nous avons besoin pour pouvoir créer des leaders qui pourront créer et transformer l'avenir. Donc les solutions dont on a besoin, là on parle des jeunes et d'avenir, mais pour les métiers actuellement existants et qui pourraient se transformer, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est des formations qui doivent être mises en place? Donc, Oui. Alors, le terme anglais, c'est le upskilling et le reskilling. C'est vraiment de se dire, si par exemple on donne de la finance, s'il y a un algorithme maintenant qui va faire les opérations financières, quelles sont les compétences que je dois avoir pour pouvoir relire ou réécrire. Donc, upskilling et reskilling est très important pour pouvoir se reconvertir et créer de nouvelles types de formations, de nouveaux types de compétences particulières. Par exemple, dans la santé, il y a beaucoup de choses maintenant dans le monde qui deviennent assez mécanisables. Et donc, le technicien de santé va avoir la partie humaine, c'est-à-dire le relationnel, pas forcément le technique. Donc ça, c'est des petites macro-skills, des compétences assez spécifiques qui doivent être rajoutées et que les gens doivent développer par eux-mêmes pour qu'ils puissent survenir et subvenir à leurs besoins vis-à-vis de ces transformations. Mais quand on parle du domaine de la santé, par exemple, le métier de radiologue aujourd'hui,
Est-ce que les données qui sont collectées, l'analyse et l'interprétation qui est faite par le médecin, finalement, elle pourrait être faite par une machine artificielle? Oui, à 1000%. Justement, ça va avec tous les systèmes qui sont automatisables. On peut scanner une radio, on peut scanner une IRM, on peut scanner une analyse. Après, ce qui reste important, c'est comment le résultat va être transmis au patient, la communication. Et c'est cette communication-là que la machine ne pourra pas faire encore de la même manière que l'humain. Et donc, quand on a dans des formations médicales, c'est vraiment l'aspect humain, l'aspect langue. On reste aussi au Maroc dans des pays où les gens ne parlent pas forcément des langues étrangères. Et donc, pouvoir réussir à avoir de l'empathie dans ces métiers-là, c'est ce qui permettra aux jeunes de pouvoir créer de nouveaux métiers et de pouvoir disperser l'information. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les nanotechnologies, justement, et les biotechnologies dans le secteur de la santé? C'est l'avenir? Alors, ce qui est sûr, c'est que toutes ces disruptions dans la santé vont pouvoir, premièrement, améliorer les conditions de vie des citoyens, réduire les coûts. C'est très important parce que ça va réduire les coûts des différentes opérations. Et troisièmement, rallonger et pouvoir donner de nouvelles espérances de vie. Et ça, c'est déjà d'actualité dans plusieurs pays dans le monde. Ce n'est pas forcément nouveau. Maintenant, ça reste encore cher parce que la technologie n'est pas encore à l'échelle. Mais dans les 5 prochaines années, ces opérations-là deviendront très simples. Si on regarde un petit peu aux États-Unis, la FDA, elle approuve chaque jour de l'innovation dans ces types de choses-là. Pour juste voir le Neuralink, ce que fait Elon Musk sur la connexion de l'esprit et du corps à travers des puces, c'est pas de la science-fiction, c'est de la science. Alors, par contre, cette partie technologique-là, si elle n'est pas accompagnée par, je dirais, un volet humain, on ne pourra pas confiance. C'est cette confiance-là qui va permettre de créer une bonne relation entre le patient et les médecins. Et donc, la technologie va servir à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité. Néanmoins, c'est important de pouvoir l'avoir dans un cadre sécurisé et que les systèmes de santé puissent être aptes à pouvoir accepter et de valider ce type de solution-là très rapidement. Et surtout parce qu'actuellement, il y a des gens que je connais, par exemple, qui doivent partir à l'étranger pour avoir des greffes. Et des fois, ils doivent attendre très longtemps. Alors, si on arrive à utiliser la technologie pour pouvoir améliorer la vie des gens, en fait, ça ne sera que bénéfice pour les gens. Absolument, absolument. Donc, vous parliez d'évolution de la technologie à l'instant même. Si on sort du secteur de la santé, qu'on reste dans l'évolution de la technologie, quel est, selon vous, le prochain cap? Est-ce qu'on peut parler d'un scénario de science-fiction ou un jour, peut-être, cette technologie qui n'est pas 100% autonome le deviendrait et serait capable de penser par elle-même? Est-ce qu'on peut se retrouver dans ce scénario à l'avenir? Je pense que la frontière entre la science et la fiction, c'est une frontière qui se dépasse chaque jour. Pour les personnes qui nous voient, il faut savoir que le clonage des animaux est une industrie qui fonctionne très bien. C'est une industrie en Corée du Sud, à Dubaï. Si certaines personnes trouvent que c'est encore loin, mais je vous rassure, il faut juste regarder à côté. Par contre, le point où actuellement, je ne suis pas spécialiste en la matière, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes sur ça, c'est la partie de la transhumance. C'est vraiment quand la conscience sera intégrée chez un algorithme. Et ça, je pense que ça va arriver. Mais quand, personne ne le sait, mais ça va arriver très prochainement. Il faut que les gens ne soient pas sceptiques, pas de se dire que ça ne va jamais arriver. Quand on est ouvert à la possibilité, on sera mieux préparé. Quand on n'est pas ouvert, on va créer plusieurs barrières et ces barrières-là, ce qui nous créeront les différentes entraves. Et donc, être ouvert aux possibilités et de se donner les moyens de nous préparer de manière législative, de manière économique, et surtout de préparer les populations à pouvoir adhérer à ce type de choses-là. Et on pourra être, en anglais, future-proof, c'est dans le sens on pourra être préparé au futur et ne pas se dire qu'on va le subir, mais peut-être qu'on peut aussi le co-créer. Donc, ne pas subir le futur et se donner les moyens de le préparer. Merci beaucoup, Monsieur Adnan Adiewi. On arrive déjà au terme de cet entretien. Je rappelle que vous êtes le président du Centre marocain de l'innovation et de l'entrepreneuriat social. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Donc, on arrive au terme de cet entretien. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.